Tu penses peut-être avoir la liberté de choisir ce que tu penses, tes réactions et la manière dont tu te comportes. Si tu crois que oui, le stoïcisme nous rappelle que nous sommes souvent trompés par nos perceptions et nos jugements hâtifs. En effet, selon cette philosophie ancienne, une grande part de nos décisions sont prises inconsciemment, guidées par des impressions que nous n'avons pas encore examinées. Comme le disait Marc Aurèle, un empereur stoïcien, « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Bienvenue à une réflexion stoïcienne sur le livre noir de la persuasion. Commençons par la loi de la réciprocité. Quand tu vas dans un restaurant et que le serveur fait preuve d'une bonne attitude, le service est rapide, tu te sens à l'aise et satisfait par la nourriture, tu pourrais te sentir incliné à laisser un bon pourboire. Cela se produit parce que tu te sens moralement obligé de répondre à sa gentillesse. Cependant, un stoïcien te rappellera que ta vertu ne dépend pas de l'action des autres, mais de ta propre volonté et de ton jugement moral. Il n'est pas question d'échange ou d'obligation, mais d'agir conformément à la nature, ce qui signifie traiter les autres avec équité et générosité, indépendamment de leur comportement envers toi. Lorsque tu rencontres un traitement contraire, par exemple un serveur qui te traite mal, qui fait des grimaces, qui t'apporte la nourriture froide et dont le service est lent, un stoïcien te conseillerait de ne pas répondre par l'émotion ou par la réciprocité négative. Au lieu de cela, tu pourrais choisir de répondre avec équanimité et sans perturbation intérieure, en restant fidèle à tes principes. En effet, le stoïcisme enseigne que ce que tu donnes revient à toi, non pas par réciprocité, mais parce que la pratique de la vertu est sa propre récompense. Si ton objectif est d'obtenir le bien dans la vie, le stoïcisme te conseille de réfléchir à la façon dont tu te comportes, car c'est en harmonie avec la raison et la nature que nous trouvons notre plus grand bien. Alejandro Llantada introduit cette notion en soulignant l'importance de la réciprocité, un principe universel connu sous divers noms tels que le karma, la cause et l'effet, la loi d'or, ou encore le principe de semer et de récolter. Du point de vue stoïcien, cette loi transcende la simple transaction sociale pour toucher à l'essence de notre être au monde. Elle nous rappelle que, bien que nous ne contrôlions pas les événements extérieurs, nous avons le pouvoir de contrôler nos réponses à ces événements. En agissant avec vertu, en donnant le meilleur de nous-mêmes sans attendre en retour, nous alignons nos actions sur les principes stoïciens de justice et de bienveillance. Ainsi, la réciprocité, vue à travers le prisme stoïcien, n'est pas seulement une stratégie pour naviguer dans le monde social, mais une pratique vertueuse qui façonne notre caractère et notre destinée. Elle nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions d'autrui, nous avons le pouvoir de choisir comment nous y répondons, avec sagesse et équité. Pense donc non seulement à ce que tu donnes, mais aussi à la manière dont tu donnes et reçois, car c'est là que réside la véritable essence de la vie selon les stoïciens. Continuons avec la loi du contraste. Les stoïciens, tels qu'Épictète, nous enseignent que les jugements de valeur ne doivent pas dépendre de comparaisons externes, mais de la raison et de la connaissance de soi. Par exemple, les choses paraissent meilleures si tu les regardes depuis une situation pire. Le blanc paraît plus blanc sur un fond noir, non pas parce que sa blancheur intrinsèque a changé, mais parce que notre perception en est altérée par le contraste. Une petite bougie semble plus puissante dans l'obscurité. Tu te sens plus riche lorsque tu es à côté de celui qui n'a pas d'argent, et l'ordinaire semble beau dans un lieu rempli de déchets. Cela résonne avec l'enseignement stoïcien selon lequel ce ne sont pas les choses extérieures qui nous troublent, mais notre jugement à leur égard. Imagine que tu arrives dans un magasin et tu vois sur l'étagère 2 stylos ensemble. L'un des stylos est laid mais avec une remise spéciale. À côté, il y a un stylo assez attrayant mais à un prix beaucoup plus élevé. Selon Alejandro Llantada, 63% des clients choisiront le stylo attrayant. Pourquoi cela arrive-t-il? Ici entre en jeu cette loi de la persuasion, car les produits semblent beaucoup mieux et nous incitent à les acheter quand nous voyons un produit de moindre qualité à côté. C'est une stratégie que connaissent et utilisent les entreprises avec leurs produits. Mais cette loi ne se voit pas seulement lorsque nous allons acheter des articles. Ainsi, lorsque tu compares 2 objets, rappelle-toi que leur valeur ne change pas en fonction de leur contexte. Un stoïcien se concentre sur l'essence des choses, pas sur les perceptions relatives qui peuvent tromper.
Les campagnes politiques utilisent souvent la loi du contraste pour influencer les électeurs. Tout est basé sur la performance du président actuel et comment tout s'améliorera si tu choisis le candidat de l'opposition. De cette manière, ils montrent aux gens le contraste entre ceux qu'ils ont et ceux qu'ils pourraient avoir s'ils élisent ce candidat. Cette pensée fait que l'idée de quelque chose de meilleur se focalise, plutôt que dans la proposition de campagne du candidat. Nous ne disons pas que les propositions ne sont pas réelles, mais qu'ils utilisent la loi du contraste pour que les électeurs puissent voir qu'ils offrent quelque chose de mieux que l'actuel. Un stoïcien serait détaché de ces manipulations, sachant que la vertu d'un candidat est ce qui compte, pas les comparaisons simplistes avec les autres. Nous devons exercer notre jugement avec sagesse et choisir ce qui est juste et bon pour la communauté. La loi du contraste peut nous piéger dans des comparaisons externes, nous éloignant de notre centre de contrôle interne, en nous rappelant que nous avons le pouvoir de choisir comment interpréter et réagir aux contrastes qui nous sont présentés. Épictète nous encouragerait à exercer notre discernement pour ne pas être manipulés par des perceptions extérieures. Pour ne pas être contrôlé par la loi du contraste, un stoïcien pratiquerait donc l'évaluation individuelle des choses, en se concentrant sur leurs valeurs et leur utilité réelle, plutôt que sur leur apparence relative. Si tu ne veux pas être contrôlé avec cette loi du contraste, je te recommande d'évaluer les choses de manière individuelle et de ne pas te laisser emporter par les comparaisons. Quant à la loi de l'affinité, elle touche à un autre aspect de la condition humaine, notre tendance à être influencé par nos émotions et nos affections. La loi de l'affinité, pourquoi pas si elle me plaît? L'affinité est définie comme le concept qui fait référence à la similitude qui existe entre deux personnes. Rarement tu peux dire non à quelqu'un qui te plaît beaucoup. Herbert Spencer, connu comme le père du darwinisme, assure que l'opinion est créée par les sentiments et non par l'intellect. À la fin, ce sont ces émotions qui créent l'impulsion d'achat. Avec ces impulsions d'achat, les magasins d'autoservice génèrent 76% de leurs ventes et 59% dans les grands magasins. La clé pour augmenter les ventes de n'importe quelle entreprise est de faire appel aux sentiments et pas tant à la raison. Cette loi de la persuasion est utilisée par les entreprises pyramidales. Les vendeurs dans ces secteurs vendent souvent leurs produits à leurs amis et familles. Pour l'esprit de l'acheteur, cela se traduit par « si mon ami le recommande, c'est bon », car il ne me tendrait pas de piège et ne m'offrirait pas quelque chose qui ne me sert pas. Cela ne sert pas seulement pour les ventes, mais aussi le travail en équipe se crée toujours sur la base de la loi de l'affinité. C'est ainsi que chaque membre du groupe se persuade mutuellement pour créer un bon projet. En résumé, l'affinité est ce qui produit des ventes, de bonnes équipes et tout type de relations avec d'autres personnes. La seule règle pour que cette loi dure longtemps est que tu sois honnête et que tu n'essaies pas de feindre. Herbert Spencer attribue la création d'opinions plus au sentiment qu'à l'intellect, une notion qui résonne avec l'observation stoïcienne que les émotions peuvent souvent brouiller notre jugement rationnel. La loi de l'affinité suggère que nous sommes plus susceptibles de dire oui à ceux que nous aimons, mais les stoïciens nous rappellent que la vraie affection est basée sur la vertu et le respect mutuel, pas sur les faveurs ou les transactions émotionnelles. Ainsi, cherche toujours à voir au-delà des apparences et à évaluer les gens et les situations sur la base de la vertu et du caractère, plutôt que sur des préférences superficielles. Les stoïciens, tout en reconnaissant le rôle des émotions dans la vie humaine, nous exhorteraient à exercer la raison et la vertu dans nos interactions, y compris celles motivées par l'affinité. Ils nous rappelleraient que la clé des relations authentiques et durables réside dans la sincérité et l'intégrité, et non dans la manipulation émotionnelle. En cela, la loi de l'affinité, lorsqu'elle est guidée par l'honnêteté et la vertu stoïcienne, peut renforcer les liens sociaux de manière éthique et durable. En somme, les stoïciens nous enseignent que, face aux lois de la persuasion comme le contraste et l'affinité, la clé réside dans l'exercice de notre jugement rationnel et dans le maintien de notre intégrité, nous permettant ainsi de naviguer dans le monde avec sagesse et équilibre. La loi de l'attente, ce que je pense, cela sera. Il y a une phrase de John Walton, fondateur de Walmart, qui définit ce point à la perfection. Les attentes élevées sont la clé pour tout atteindre. Les attentes que tu crées pour réussir dans la vie sont le moteur nécessaire pour que ton idée se réalise. La loi de l'attente, telle que John Walton l'a exprimée,
résonne avec l'idée stoïcienne que nos jugements et nos croyances internes façonnent notre réalité. Roberts fut un exemple que cela fonctionne. Il a révolutionné l'industrie automobile avec son invention des essuie-glaces automatiques à différentes vitesses. Il a lutté et ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que les entreprises le reconnaissent et finissent par payer pour son invention. Ce qui a déterminé le résultat de sa lutte, c'est que depuis tout petit, sa mère lui a dit qu'il atteindrait tout ce qu'il voulait parce qu'il avait ce qu'il fallait pour le faire. Il l'a cru et a fait en sorte que les autres le croient aussi. Kent a été persuadé avec la loi de l'attente d'avoir du succès dans sa vie. Les attentes que les autres personnes ont en toi te font travailler plus dur jusqu'à atteindre ce qui est attendu. Un autre exemple de la loi de l'attente est l'effet placebo. Quand tu donnes à quelqu'un un comprimé de sucre et que tu lui fais croire que c'est un médicament, il est probable qu'il se sente soulagé juste en le croyant. La loi de l'attente a un pouvoir étonnant, et un tel pouvoir implique une grande responsabilité. Si tu attends le meilleur, tes rêves se réaliseront. Mais si tu te nourris d'attentes négatives, elles deviendront ton pire cauchemar. Fais très attention lorsque tu fixes les attentes que tu auras pour ta vie. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle et Épictète, nous enseignent que bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous avons le pouvoir de contrôler nos perceptions et réactions à ces événements. L'histoire de Roberts et son invention des essuie-glaces automatiques illustre parfaitement comment une croyance ferme en sa propre capacité et valeur peut mener à la réalisation de grandes choses. Cela souligne l'importance de cultiver des attentes positives et réalistes envers soi-même, non pas en se berçant d'illusions, mais en reconnaissant et en travaillant avec détermination vers ce qui est en notre pouvoir d'atteindre. Cependant, les stoïciens nous mettraient en garde contre le danger de laisser nos attentes devenir des exigences inflexibles sur la façon dont les choses doivent se dérouler, nous rappelant que nous devons accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. L'effet placebo, mentionné comme exemple de la loi de l'attente, met en lumière le pouvoir de l'esprit sur le corps, un concept qui serait accueilli par les stoïciens comme preuve de l'importance de nos jugements et croyances internes dans la façon dont nous expérimentons la vie. La loi de l'association. Si cette personne l'utilise, c'est parce que cela doit être bon. Aujourd'hui, les marques utilisent cette loi pour promouvoir leurs produits, que ce soit avec des célébrités ou des influenceurs. Combien de fois as-tu vu des artistes promouvoir des articles? Sûrement, tu as vu cette stratégie de nombreuses fois. Cela se produit parce que les responsables connaissent le pouvoir de l'association des choses et des idées avec les gens qui les recommandent. Cela fait que les gens associent le positif ou le négatif de ce qu'ils pensent de cette personne au produit. Pense aux fois où tu as acheté quelque chose parce qu'une personne que tu admires le recommande, sans te soucier si le produit est bon ou mauvais. Tu déposes ta confiance et tu achètes à cause de l'image qui est derrière. Tu finis par agir de cette manière parce que tu associes le produit à une tendance, une personne ou au prestige de quelqu'un d'autre. Cela peut être vu dans les campagnes politiques. Les candidats sont associés à des artistes célèbres, des écrivains ou d'autres personnalités qui les rendent plus intéressants, cultivés ou attirants. À questionner la validité et la vérité de ces liens plutôt que de les accepter aveuglément. Lorsque nous voyons des célébrités ou des influenceurs promouvoir des produits, un stoïcien nous inviterait à réfléchir sur la qualité intrinsèque du produit lui-même plutôt que sur l'image associée à celui-ci. Cette approche nous aide à éviter d'être manipulés par des perceptions superficielles et à prendre des décisions basées sur la raison et la valeur réelle. Dans le contexte des campagnes politiques, la loi de l'association peut souvent brouiller notre jugement en nous faisant focaliser sur les personnalités plutôt que sur les politiques ou les compétences réelles des candidats. Les stoïciens nous conseilleraient de regarder au-delà des associations superficielles et d'évaluer les candidats sur la base de leurs vertus, de leurs actions et de leur capacité à servir le bien commun. En somme, les stoïciens nous encouragent à exercer notre jugement et notre discernement face aux lois de l'attente et de l'association. Ils nous rappellent l'importance de garder notre focus sur ce qui est en notre pouvoir, d'aligner nos attentes avec la réalité de notre contrôle et de ne pas laisser les associations externes dicter nos perceptions et nos actions. En cultivant une attitude stoïcienne, nous pouvons naviguer dans la vie avec une plus grande sagesse, une plus grande résilience et une plus grande liberté intérieure.
La loi de la cohérence. Si je l'ai dit, alors je le fais. Cette loi est basée sur les promesses. Veux-tu un exemple? Imagine que tu es une personne qui voyage beaucoup pour le travail et que tu loges toujours dans la même chaîne d'hôtels. Un jour, tu reçois un courriel t'invitant à un petit déjeuner pour que tu découvres les nouveaux points de fidélisation des clients. Sans y réfléchir à deux fois, tu acceptes, car tu es intrigué par les nouveaux espaces de l'hôtel et parce que, soyons honnêtes, on ne dédaigne pas un petit déjeuner gratuit. Quand tu arrives, tu te trouves face à des questions un peu directes, comme combien gagnes-tu et si tu as un travail stable. Après avoir répondu, on t'assigne un conseiller qui commence à te poser plus de questions. Veux-tu un investissement sûr? Aimerais-tu que nos hôtels soient beaux et confortables? Voudrais-tu avoir une réservation dans les meilleurs hôtels de notre gamme quand tu le souhaites? Peu à peu, tu réponds oui à toutes leurs questions. Qui n'aimerait pas voyager et être confortable pendant qu'il le fait? Jusqu'à ce qu'à la fin de toutes ces questions, le conseiller te dise que pour de petits paiements de $100 par mois, tout cela pourrait être à toi. Tu dis non et il te répond « Pourquoi pas ?» Si toutes tes réponses étaient affirmatives, c'est là où cette loi commence à travailler pour essayer de te libérer de cette situation. Tu commences à créer des objections à chaque affirmation que tu as donnée. Je ne peux pas payer $100 par mois. En plus, je ne voyage pas tant que ça. Il m'est impossible de l'utiliser toute l'année. Mais le vendeur parvient à résoudre chacune de ces objections en baissant le prix, en augmentant la validité et en ajoutant un avantage supplémentaire. Tout cela pour que tu n'aies plus d'autre choix que de dire oui à l'investissement. Dans ce type de situation, nous voyons que les gens finissent par accepter à cause de la pression de se conformer à ce qu'ils ont dit au début, même si cela signifie une grande perte ou un gaspillage. Garde à l'esprit que l'être humain aime la cohérence. Il la recherche parce qu'il croit que dans cette harmonie réside la vérité et la sécurité. C'est ainsi qu'ils utilisent la loi de la cohérence pour te convaincre de tenir ta parole, même si souvent ce n'est pas la meilleure option. La loi de la cohérence, qui repose sur le principe que si nous avons exprimé une intention, nous sommes alors inclinés à agir en conformité avec celle-ci pour maintenir notre intégrité personnelle, trouve un écho profond dans la philosophie stoïcienne. Cette loi, illustrée par l'exemple d'une personne régulièrement invitée par une chaîne d'hôtels à découvrir de nouveaux avantages, sous la promesse alléchante d'un petit déjeuner gratuit, nous confronte à la complexité des engagements que nous prenons, souvent sous l'influence de circonstances extérieures ou de manipulations subtiles. Dans cette situation, après avoir été séduit par l'offre et s'être engagé dans une conversation qui semble innocente au départ, la personne se retrouve confrontée à une proposition coûteuse qui ne correspond peut-être pas à ses besoins réels ou à ses capacités financières. La pression de rester cohérent avec les réponses initialement positives peut mener à un engagement financier non désiré, illustrant ainsi comment la loi de la cohérence peut être exploitée pour influencer nos décisions. Du point de vue stoïcien, cette loi soulève l'importance de l'alignement entre nos paroles, nos pensées et nos actions, un pilier central de la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque nous enseignent que la véritable cohérence ne réside pas simplement dans le fait de tenir parole pour la parole elle-même, mais dans l'harmonie entre nos actions et nos principes vertueux. Il nous encouragerait à exercer notre jugement et notre discernement avant de prendre des engagements, nous rappelant que notre liberté intérieure réside dans notre capacité à choisir en accord avec la raison et la vertu, et non sous la contrainte de la cohérence avec des déclarations antérieures faites sous pression ou sans une compréhension complète. Face à la situation décrite, un stoïcien réfléchirait soigneusement avant de répondre aux questions initiales, se rappelant que chaque engagement doit être évalué non seulement en termes de cohérence avec ce qui a été dit précédemment, mais surtout en termes de cohérence avec ses valeurs et principes fondamentaux. Si la proposition finale ne s'aligne pas avec ces principes, le stoïcien reconnaîtrait que la véritable cohérence vertueuse peut parfois signifier changer de position face à de nouvelles informations ou circonstances, plutôt que de s'accrocher à une fausse notion de cohérence. En somme, la loi de la cohérence, vue à travers le prisme stoïcien, nous enseigne l'importance de l'intégrité personnelle, nous incitant à aligner nos paroles, nos pensées et nos actions avec nos principes les plus profonds. Elle nous rappelle que la cohérence véritable n'est pas une rigidité face aux engagements pris sous influence, mais une fidélité à la raison et à la vertu, qui guide nos décisions et nos actions de manière éthique et réfléchie. La loi de la rareté
qui stipule que moins il y en a, plus cela coûte cher, trouve une résonance particulière lorsqu'elle est examinée à travers le prisme de la philosophie stoïcienne. Cette loi de persuasion, couramment utilisée par les entreprises pour promouvoir des produits exclusifs ou limités, met en lumière notre tendance naturelle à valoriser ce qui est perçu comme rare ou difficile à obtenir. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle ou Épictète, auraient probablement interprété cette loi non pas simplement comme un mécanisme de marché, mais comme une occasion de réfléchir sur nos désirs et la valeur que nous attribuons aux choses extérieures. C'est pourquoi, plus il y en a peu, plus cela aura de la valeur. Quand British Airways a annoncé en 2003 qu'il n'opérerait plus le Concorde Londres-New York parce qu'il n'était pas rentable, les ventes du lendemain ont explosé. La compagnie n'avait rien changé. Le Concorde ne volait pas plus vite, ne donnait pas un meilleur service et le prix était le même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est produit, c'est que ce volume était devenu une ressource limitée. C'était une raison suffisante pour que les gens le veuillent davantage. Ceci est une forme basique de persuasion, car pour l'esprit, il est logique que si le produit est rare, il est logique qu'il soit si cher. L'exemple de British Airways et du Concorde illustre parfaitement comment la perception de la rareté peut augmenter la valeur que nous accordons à un objet ou une expérience. Pour un stoïcien, cette réaction soulève des questions importantes sur la nature de nos désirs et la manière dont nous laissons ces désirs influencer notre jugement. Les stoïciens nous enseignent que le bonheur et la tranquillité d'esprit proviennent de la maîtrise de nos désirs et de la poursuite de la vertu, plutôt que de l'accumulation de biens extérieurs, dont la valeur est souvent dictée par des perceptions changeantes de rareté et d'abondance. Je vais t'expliquer cette loi avec une histoire. Un homme bien habillé arrive dans un village et met une annonce dans le journal. Il achète des singes à 10 $. Lorsque les habitants du village ont vu l'annonce, ils sont allés attraper les singes dans la jungle. Plus c'était difficile d'attraper des singes car il n'y en avait pas beaucoup, l'homme augmentait de plus en plus l'offre pour que les gens sortent les chasser, jusqu'à offrir 50 $ pour chaque singe qu'on lui apporterait. Un jour, l'homme est parti en voyage et a laissé son assistant en charge. L'assistant a offert aux villageois de leur vendre les singes qu'ils avaient en cage à 30 $ et que lorsque son patron reviendrait, il pourrait les lui revendre à 50 $. Tout le monde a vu cela comme un excellent investissement. Les paysans ont rassemblé toutes leurs économies pour acheter les centaines de singes que l'assistant leur vendait. L'assistant, une fois les singes vendus, la seule chose qu'il devait faire était d'attendre que le monsieur et l'assistant reviennent. Mais cela ne s'est jamais produit. Mais sais-tu pourquoi il est bon de créer une rareté de ton produit? La rareté crée la mode, fait que tout le monde veut, ce que tout le monde ne peut pas avoir, crée de la spéculation sur ton produit, parce que les gens font la queue pour l'obtenir. Il crée de la publicité bouche à oreille, parce que quand tu l'as entre les mains, tu ne veux pas arrêter de montrer que tu l'as. L'histoire de l'homme qui achète des singes à un prix élevé, puis disparaît, sert d'avertissement contre la spéculation et l'avidité, des thèmes avec lesquels les stoïciens étaient profondément préoccupés. Cette parabole met en évidence les dangers de laisser nos désirs et notre poursuite de la richesse extérieure dicter nos actions, sans considération pour la sagesse ou la raison. Les stoïciens nous rappelleraient que la vraie valeur réside dans notre capacité à vivre en accord avec la nature et la raison, et non dans l'accumulation de biens qui sont, par nature, éphémères et susceptibles de nous échapper. La rareté en tant que concept peut également être vue sous un jour stoïcien comme une invitation à réévaluer ce que nous considérons comme véritablement précieux. Plutôt que de courir après des biens matériels limités, les stoïciens nous encourageraient à chercher la richesse intérieure et la paix de l'esprit, des ressources qui sont en abondance pour ceux qui savent les cultiver. La rareté crée certes la mode et la spéculation, mais elle peut aussi nous distraire de la poursuite de ce qui est véritablement important. Enfin, la loi de la rareté et notre réaction à celle-ci peuvent nous enseigner une leçon précieuse sur la liberté. Les stoïciens valorisaient la liberté intérieure, qui est compromise lorsque nous nous laissons emporter par des désirs pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler. En reconnaissant que la rareté est souvent une construction qui joue sur nos désirs et nos peurs, nous pouvons choisir de ne pas y réagir de manière impulsive, mais plutôt de répondre avec discernement et sagesse, en ligne avec nos principes stoïciens. La loi de l'autorité
souligne notre propension à suivre les directives des figures d'autorité, en partant du principe que leur position ou leur statut est synonyme de savoir et de justesse. Prendrais-tu un médicament parce qu'une personne habillée en docteur te le dit? Sûrement ta réponse sera oui. Cela arrive parce que tu comprends qu'un docteur a de l'autorité et la connaissance de savoir ce qui est correct. C'est pourquoi sa parole est presque jamais remise en question. L'autorité fait que les gens suivent des règles et des instructions. C'est le cas des docteurs, des policiers, des politiciens, des leaders, etc. Une preuve de la véracité de ces points se voit avec l'expérience de Milgram. Le psychologue de l'université de Yale, Stanley Milgram, a commencé à faire des tests sur la soumission à l'autorité pendant juillet 1961, 3 mois après qu'Adolf Eichmann, le principal responsable de l'Holocauste, ait été condamné à mort pour les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. L'expérience consistait à démontrer combien le rôle de l'autorité pouvait influencer le maître sur la volonté des personnes jusqu'à ce qu'elles commettent des actes terribles et agissent contre leurs principes. Il y avait 3 responsables dans cette épreuve. L'expérimentateur qui était en réalité le chercheur de l'université, le maître et un élève volontaire qui s'était renseigné par une annonce dans le journal, qui en réalité était complice de l'expérimentateur et se faisait passer pour un participant à l'expérience. En d'autres termes, ils allaient demander à quel point l'expérimentateur pouvait influencer le maître. L'expérience consistait en ce que l'expérimentateur expliquait aux participants qu'il devait faire le travail d'un professeur et donner des décharges électriques à l'élève chaque fois qu'il donnait une réponse incorrecte. Les bases étaient déjà connues et chaque participant était à sa place. Le maître et l'expérimentateur étaient séparés de l'élève par une vitrine. Tous les participants avaient été informés que les sessions seraient enregistrées afin qu'ils ne puissent nier ce qui s'est passé. Ainsi a commencé l'expérience. Si la réponse était correcte, on passait à la question suivante, mais si elle était incorrecte, on donnait une décharge de 15 volts qui augmentait jusqu'à atteindre 450 volts. Ou du moins, c'est ce que le maître croyait qui se passait. Le maître croyait qu'il donnait des décharges à l'élève à chaque mauvaise réponse. Bien que, en réalité, tout était une simulation, mais comme l'élève, infiltré dans l'expérience, savait que son rôle était de convaincre cette personne qu'il souffrait, certains sont allés jusqu'à crier, frapper la vitre de douleur, disant qu'il ne fallait plus continuer à cause de leurs problèmes cardiaques. Lorsque la punition atteignait 135 volts, la plupart des enseignants s'arrêtaient pour interroger l'objectif de l'expérience, bien qu'un certain nombre continuait en assurant qu'ils n'étaient pas responsables des conséquences. Si l'enseignant refusait de continuer, il se heurtait à des réponses sur l'importance de continuer pour que l'expérience soit réussie. En continuant avec l'expérience, le maximum de 450 volts était appliqué 3 fois de suite, mais si après toutes les insistances, les enseignants refusaient de continuer, l'expérience s'arrêtait. Le résultat a été que 65% ont terminé l'expérience, c'est-à-dire que les enseignants ont donné à leurs élèves la tension limite de 450 volts. Bien que beaucoup se sentaient mal à l'aise en le faisant, aucun participant n'a arrêté au niveau de 300 volts, le seuil où l'élève cessait de donner des signes de vie. Pourquoi les enseignants ont-ils accepté de causer de la douleur à une autre personne s'il n'y avait aucune pression qui les y obligeait? Aucun participant n'a été menacé d'une arme à feu, ni même pressé de le faire. Ils ont simplement fait confiance que l'expérience devait avoir un but et qu'ils étaient juste un véhicule pour y parvenir. Parmi les éléments qui créent l'autorité, on trouve le statut du lieu. Un lieu prestigieux augmente l'obéissance. La responsabilité personnelle, quand la responsabilité du résultat est moindre, l'obéissance augmente. Le statut de l'autorité, les gens obéissent à ceux qu'ils reconnaissent comme une figure d'autorité, dans ce cas, l'expérimentateur déguisé en scientifique. La conformité, quand les gens voient que les autres suivent l'ordre, leur obéissance augmente. Il en va de même quand ils commencent à désobéir. Et la proximité de l'autorité, il est plus facile de ne pas suivre les ordres quand la figure d'autorité n'est pas proche. Les stoïciens, avec leur accent sur la raison, l'autonomie et la vertu, nous encourageraient à exercer notre jugement critique face à l'autorité. Ils nous rappelleraient que bien que le respect des experts et des dirigeants soit important, notre allégeance à leurs directives devrait toujours être filtrée à travers notre propre discernement et alignée avec les principes éthiques. La vraie sagesse, selon les stoïciens, réside dans notre capacité à questionner et à évaluer les actions et les conseils d'autrui,
en s'assurant qu'ils sont justes, servent le bien commun et sont en accord avec nos principes moraux. L'expérience de Milgram, qui a révélé que 65% des participants étaient prêts à administrer des chocs électriques jusqu'à 450 volts à un individu innocent sous la directive d'une autorité perçue, illustre de manière frappante la puissance de l'autorité sur l'individu. Les participants continuaient d'augmenter la tension malgré les signes de détresse extrême de la part de l'acteur jouant le rôle de la victime, ceux qui soulignent la tendance humaine à obéir aux figures d'autorité, même en contradiction avec nos propres principes moraux. Du point de vue stoïcien, cette expérience met en lumière l'importance cruciale de l'autonomie personnelle et de la raison. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle ou Épictète, nous enseigneraient que notre premier devoir est envers notre propre capacité à raisonner et à agir conformément à la nature, c'est-à-dire de manière vertueuse. Face à des ordres qui nous poussent à agir de manière contraire à la vertu, un stoïcien rappellerait l'importance de résister et de maintenir notre intégrité morale, même en présence d'une autorité apparemment légitime. L'expérience souligne également la notion stoïcienne selon laquelle nous devons distinguer entre ceux qui est en notre pouvoir, nos propres pensées, jugements et actions, et ceux qui ne l'est pas, les opinions, les ordres et les jugements des autres. Les participants à l'expérience de Milgram, en choisissant de continuer à administrer les chocs, ont cédé leur pouvoir personnel à l'autorité de l'expérimentateur, oubliant leur pouvoir intrinsèque de choisir la vertu et l'action juste. Les stoïciens nous encourageraient à cultiver notre discernement et notre force de caractère pour résister à la pression de conformité et d'obéissance aveugle. Ils nous rappelleraient que la vraie autorité réside dans la raison et la vertu, et non dans les titres, les uniformes ou les positions de pouvoir. En cultivant notre vertu et en exerçant notre jugement critique, nous pouvons devenir des exemples de leadership moral, guidant les autres non par la contrainte, mais par l'exemple de notre propre intégrité et raison. La loi de la cohésion, souvent perçue comme une forme de chantage, où une partie utilise des menaces ou des promesses pour influencer le comportement d'une autre, peut être examinée à travers le prisme de la philosophie stoïcienne pour en tirer des leçons de vie profondes et significatives. Quelqu'un menace ou promet quelque chose en échange que la personne fasse ou cesse de faire quelque chose. À cette loi, nous pouvons aussi la connaître comme la loi du chantage. Je te donnerai mon silence en échange de quelque chose de plus. Cette loi cherche à faire appel aux sentiments de l'autre personne, que ce soit l'amour, la culpabilité, le ressentiment, la peur ou le désir, tout pour obtenir un bénéfice personnel. Imagine que ta sœur t'a vu casser une tasse et tu lui demandes de ne rien dire à ta mère. Elle répond « Je ne dirai rien si tu ranges ma chambre pendant 1 mois. » Tu acceptes ce marché par peur que ta mère l'apprenne. C'est ainsi que fonctionne cette loi de la persuasion. Tu génères un sentiment pour obtenir quelque chose en retour. Cette loi qui fait appel aux émotions telles que l'amour, la culpabilité, le ressentiment, la peur ou le désir pour obtenir un bénéfice personnel, révèle une dynamique de pouvoir qui peut sembler à première vue éloignée des idéaux stoïciens de vertu et de raison. Cependant, même dans ce contexte, les enseignements stoïciens offrent une perspective éclairante. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous enseignent l'importance de la maîtrise de soi, de l'autonomie et de la liberté intérieure. Face à une situation où quelqu'un tente d'utiliser la cohésion pour influencer nos actions, un stoïcien chercherait à se rappeler que notre pouvoir réside dans notre capacité à choisir comment nous répondons aux circonstances extérieures. Dans l'exemple de la sœur qui demande à son frère de ranger sa chambre en échange de son silence sur une tasse cassée, la philosophie stoïcienne nous encouragerait à considérer notre réponse non pas en termes de peur ou de désir d'éviter les conséquences, mais en termes de « c'est eux qui est juste et vertueux ». Les stoïciens nous rappellent que nous devons chercher à agir avec intégrité, indépendamment des pressions extérieures. Plutôt que de céder à la cohésion, nous devrions évaluer la situation selon nos principes. Si l'action demandée, comme ranger la chambre de sa sœur, est en elle-même une bonne action et quelque chose que nous pourrions raisonnablement choisir de faire pour aider, alors nous pourrions décider de le faire, mais pas en tant que transaction coercitive, mais plutôt comme un acte de bienveillance ou de responsabilité personnelle. En outre, les stoïciens nous enseignent l'importance de voir au-delà des apparences immédiates
et de reconnaître que notre bonheur et notre paix intérieure ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de notre état d'esprit et de notre capacité à rester fidèles à nos valeurs. Ainsi, face à la menace de révélation d'un secret, un stoïcien pourrait choisir de ne pas permettre à cette menace d'affecter son bien-être intérieur, reconnaissant que la vérité et l'honnêteté sont plus précieuses que le maintien d'une image fausse ou la peur des conséquences. Enfin, la loi de la cohésion, vue à travers le stoïcisme, nous invite à cultiver des relations basées sur le respect mutuel, la compréhension et la bienveillance, plutôt que sur la manipulation et le chantage. Cela signifie pratiquer l'empathie, communiquer ouvertement nos besoins et nos désirs, sans recourir à la coercition, et chercher à résoudre les conflits de manière constructive et éthique. En résumé, bien que la loi de la cohésion puisse sembler exploiter les faiblesses humaines, la philosophie stoïcienne nous offre des outils pour y répondre avec force, intégrité et sagesse, nous rappelant que notre liberté intérieure et notre vertu sont toujours en notre pouvoir, indépendamment des actions des autres. La loi de l'attrait. Je suis bien vu, donc on m'écoute. Bien que chaque personne ait des contextes différents de ce que signifie la beauté et l'attrait, cela va bien au-delà de l'aspect visuel, car l'attrait devient aussi une partie de l'arôme, de la posture et de la confiance d'une personne. Cette loi influence notre propre estime. Plus nous nous sentons bien, plus nous aurons confiance pour exposer notre point de vue. Lantada mentionne certaines études qui montrent que l'attrait est souvent lié à un revenu plus élevé, des compétences sociales et une confiance en soi. La loi du pouvoir. Si une personne montre que grâce à elle, on peut obtenir certains avantages, elle sera acceptée. Cela arrive souvent avec les politiciens, lorsqu'ils font croire à la société qu'ils recevront une amélioration, qu'elle soit économique ou professionnelle. Cela fonctionne parce qu'ils travaillent avec la survie de l'ego. Dans cette loi du pouvoir, tu peux trouver le pouvoir néfaste. Les gens suivent celui qui peut leur donner ou leur retirer quelque chose qu'ils désirent, que ce soit l'amour, la sécurité ou le sentiment d'appartenance. Le leadership est l'opposé du pouvoir néfaste. Dans ce cadre, la force vient des idées et des convictions. Souvent, on confond le leadership avec le pouvoir lié au poste, car ce n'est pas la même chose d'être suivi parce que les gens le doivent et d'être suivi parce qu'ils le veulent. L'absence d'un véritable leadership cause de nombreux problèmes dans l'entreprise. Une enquête menée par Dell a démontré que les employés sont peu satisfaits de leur chef, à tel point que 33% des travailleurs ne se sentent pas motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Certains points que tu peux utiliser pour améliorer le pouvoir de ton leadership incluent la reconnaissance des attitudes de tous ceux qui travaillent avec toi, la fourniture de ressources, de formation et de formation continue lorsqu'ils s'écartent des objectifs, la pratique de l'écoute active et le respect de l'estime de soi des employés. Tu peux utiliser comme guide le célèbre livre de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir, qui mélange la sagesse de plusieurs auteurs et personnages célèbres. Le pouvoir implique toujours responsabilité et coût. Avant de rechercher le pouvoir, commence d'abord par réfléchir à la signification de ce que tu fais. La loi de l'attrait et la loi du pouvoir, lorsqu'elles sont envisagées à travers le prisme de la philosophie stoïcienne, offrent une perspective riche sur la manière dont nous interagissons avec les autres et sur la nature du leadership et de l'influence personnelle. La loi de l'attrait suggère que l'attrait, qu'il soit physique, comportemental ou émanant de la confiance en soi, peut augmenter notre capacité à être écouté et respecté. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle ou Épictète, reconnaîtraient que bien que l'attrait puisse faciliter certaines interactions sociales, la véritable influence découle de la vertu et de la sagesse. Ils nous rappelleraient que notre estime de soi ne devrait pas dépendre de notre apparence ou de la manière dont les autres nous perçoivent, mais plutôt de notre capacité à vivre une vie conforme à la raison, à la justice et au courage. L'attrait véritable, dans une perspective stoïcienne, réside dans la qualité de notre caractère et dans notre engagement envers le bien commun, plutôt que dans des attributs superficiels. La loi du pouvoir met en évidence la dynamique entre le pouvoir, le leadership et l'influence. Les stoïciens distinguent le pouvoir extérieur, qui peut être sujet à la corruption et à l'abus, du pouvoir intérieur, qui est fondé sur la maîtrise de soi et la vertu. Le pouvoir néfaste est rejeté par les stoïciens,
car il repose sur la manipulation et l'exploitation des désirs et des peurs des autres. À l'inverse, le véritable leadership stoïcien est basé sur l'exemple personnel, la sagesse et le souci du bien-être d'autrui. Les leaders stoïciens inspirent par leur intégrité, leur résilience et leur capacité à agir pour le bien commun, plutôt que par la promesse de gains personnels ou la menace de perte. Les stoïciens nous enseignent que le pouvoir et le leadership comportent une responsabilité intrinsèque envers ceux que nous influençons. Ils nous encouragent à réfléchir profondément sur les motivations derrière notre quête de pouvoir et à nous assurer que nos actions servent un objectif plus élevé que la simple accumulation de pouvoir personnel. La reconnaissance, le soutien et le respect des autres, comme mentionné dans les stratégies pour améliorer le leadership, sont en harmonie avec les principes stoïciens de justice et de bienveillance. La loi de l'incitation. Tu gagnes quelque chose en le choisissant. Cette loi est très visible lorsque tu vas faire du shopping. Obtenir un produit complémentaire lors de l'achat de notre produit, cela te semble familier? C'est ainsi que cette loi est gérée. Lorsque tu vois qu'une marque t'offre quelque chose en plus du produit que tu payes, cela te fait considérer cette promotion. Les gens réagissent aux stimuli, aux compensations et aux incitations, même sans s'en rendre compte. Ces incitations ne se réfèrent pas seulement à l'argent, car de nombreuses entreprises utilisent des avantages comme des miles, des programmes exclusifs, des récompenses ou des remises pour attirer les clients. Considère qu'une incitation est le carburant naturel qui motive les actions, que tu l'appliques à toi-même ou à d'autres personnes. Le résultat est tout aussi puissant dans les deux cas. La loi de l'incitation, qui souligne comment les récompenses et les avantages peuvent motiver les comportements, trouve un écho intéressant dans la philosophie stoïcienne, bien que les stoïciens mettent l'accent sur des motivations internes plutôt que sur des incitations externes. Les stoïciens tels que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque nous enseignent que le véritable moteur de nos actions devrait être la poursuite de la vertu et le désir de vivre une vie conforme à la nature rationnelle et sociale de l'homme. Pour eux, les incitations externes, bien qu'elles puissent influencer le comportement, ne sont pas le fondement d'une vie éthique et épanouie. Les récompenses matérielles, comme les produits complémentaires ou les programmes de fidélité, peuvent certes attirer l'attention et encourager certaines actions, mais elles ne devraient pas être confondues avec les véritables biens, qui sont la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Cela dit, la loi de l'incitation n'est pas entièrement étrangère aux principes stoïciens. Les stoïciens reconnaissent l'importance de se fixer des objectifs et de se motiver pour agir de manière vertueuse. Cependant, ils nous encourageraient à chercher nos incitations dans notre développement personnel, notre capacité à contribuer au bien commun et notre progression vers la vertu plutôt que dans des récompenses externes. L'incitation stoïcienne ultime est le bonheur, eudémonia, qui découle de la vie vertueuse, et non les gains matériels ou les plaisirs éphémères. En appliquant cette loi à nous-mêmes, les stoïciens nous conseilleraient de réfléchir aux motivations derrière nos actions. Plutôt que de chercher des récompenses externes, nous devrions nous demander si nos actions sont alignées avec nos principes éthiques et si elles contribuent à notre bien-être véritable et durable. Lorsque nous motivons les autres, au lieu d'utiliser uniquement des incitations matérielles, nous pourrions chercher à inspirer par l'exemple, en montrant comment les actions vertueuses apportent une satisfaction profonde et durable qui dépasse de loin les plaisirs temporaires. En conclusion, bien que la loi de l'incitation dans son application commerciale puisse sembler éloignée des idéaux stoïciens, une réflexion plus profonde révèle que les motivations et les récompenses jouent un rôle crucial dans la conduite humaine. Les stoïciens nous invitent à élever nos motivations au-delà des incitations externes, en cherchant la récompense dans la vertu elle-même et dans les contributions positives que nous pouvons apporter à la société. La loi de l'inconscient. L'esprit inconscient travaille en même temps que l'esprit conscient. Parfois, les choses qui nous paraissent évidentes s'avèrent ne pas l'être, car il y a un fondement de comportement. Toutes les entreprises le savent et envoient des messages subconscients à leurs clients pour qu'ils achètent leurs produits. Pense à combien de fois tu vois à la télévision ou sur les réseaux sociaux une publicité pour le nouveau hamburger qu'ils promeuvent. Ces publicités sont conçues pour que, quand tu finis de les regarder, ton subconscient veuille manger un hamburger. Avec cette loi, tu peux influencer la volonté des gens pour qu'ils acceptent et veuillent t'acheter le produit. Les experts dans cette loi peuvent implanter une idée dans l'esprit d'une personne
sans que celle-ci s'en rende compte et modeler son comportement. Ce type de persuasion crée une vision dans l'esprit de la personne de manière discrète pour qu'elle puisse voir, entendre, ressentir ou penser d'une manière particulière. La loi de l'inconscient révèle comment notre esprit peut être influencé sans notre pleine conscience, une notion qui résonne avec l'enseignement stoïcien sur l'importance de la vigilance et de la conscience de soi. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle et Épictète, nous encouragent à exercer une discipline de la pensée, à être attentifs à nos impressions internes et à questionner la validité de nos jugements automatiques. Face à la persuasion subconsciente, un stoïcien chercherait à cultiver une forte présence d'esprit et une capacité à discerner les influences externes sur ses désirs et décisions. Cette approche nous aide à reconnaître et à résister aux tentatives de manipulation de nos préférences et comportements par des messages subconscients, en nous rappelant que la liberté intérieure réside dans notre capacité à choisir consciemment nos réponses aux stimuli externes. La loi de l'antagonisme. Quand il existe un mal, les gens s'unissent pour lutter contre celui-ci. Les marketeurs soutiennent que les marques ont besoin de concurrence pour devenir grandes. Dans le milieu professionnel, cette loi est utilisée pour convaincre des personnes de faire quelque chose qu'elles ne veulent pas faire. Par exemple, pense à une personne qui débat tous les points de vue parce que rien ne lui semble bon. Pour mettre de côté l'envie de cette personne de toujours contredire chaque opinion, il existe quelque chose que tu peux faire. Quand elle donne son point de vue, répète exactement la même chose pour qu'elle réalise que tu comprends et que tu es de son côté. Après, attends sa réponse. À un moment donné, cette personne exprimera qu'il pourrait y avoir une autre manière de faire les choses. Vois-tu comment on peut gérer cette situation? S'il n'y a pas d'autre point de vue avec lequel se battre, il n'y a aucune raison pour laquelle débattre, et la personne sera prête à évaluer une autre option. Les stoïciens valorisent la coopération, la compréhension mutuelle et la recherche du bien commun. Face à un conflit ou à un antagonisme, un stoïcien s'efforcerait de trouver un terrain d'entente, reconnaissant que l'opposition externe peut être une occasion de réflexion interne et de croissance personnelle. Plutôt que de se laisser emporter par la discorde, les stoïciens nous encouragent à utiliser ces moments comme des opportunités pour pratiquer la vertu, la patience et l'empathie, en cherchant à comprendre les perspectives des autres et à travailler vers des solutions mutuellement bénéfiques. Dans le contexte professionnel ou personnel, la loi de l'antagonisme peut être utilisée de manière constructive pour encourager la réflexion critique et l'ouverture d'esprit, plutôt que de servir de catalyseur pour le conflit. En adoptant une approche stoïcienne, nous pouvons transformer l'antagonisme en une force pour le bien, en utilisant le défi comme un moyen de renforcer la cohésion du groupe et de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle. En somme, les lois de l'inconscient et de l'antagonisme, vues à travers le stoïcisme, nous rappellent l'importance de la conscience de soi, de la discipline de la pensée et de la coopération face aux influences subconscientes et aux conflits. Elles soulignent la valeur de la réflexion consciente, de l'empathie et de la recherche de solutions constructives, comme moyen de naviguer efficacement dans les complexités des interactions humaines et de cultiver une vie vertueuse. La loi du précédent. Quand quelque chose s'est déjà produit et a fonctionné, les gens voient la probabilité que cela se reproduise. Juste en pensant que quelque chose s'est déjà produit, tu peux créer de nouvelles lois, des comportements, des processus ou des idées pour éviter que cela se reproduise. C'est une manière très simple de persuader quelqu'un. Par exemple, en termes d'entreprise, nous pouvons convaincre le chef d'accepter une idée en présentant comme preuve qu'une autre entreprise l'a fait des années auparavant et que cela a fonctionné. De même, cette loi de la persuasion te permet de changer l'attitude d'une personne en montrant le résultat qu'une autre personne a eu avec le même comportement. La loi du précédent reflète l'idée stoïcienne que l'expérience et les exemples du passé peuvent servir de guide pour nos actions présentes et futures. Les stoïciens, valorisant la sagesse et l'apprentissage tiré de la vie et de l'histoire, nous encourageraient à utiliser les précédents non seulement pour persuader les autres, mais aussi pour informer nos propres décisions. Cependant, ils nous rappelleraient également de ne pas suivre le passé aveuglément, mais de le considérer à travers le prisme de la raison et de la vertu. Ainsi, lorsqu'on présente un précédent pour soutenir une idée ou une action, il est crucial de réfléchir également à son alignement avec les principes éthiques et son applicabilité au contexte actuel. La loi de l'écrit.
Ce qui est écrit est plus fort que ce qui est dit sans enregistrement. Les avocats sont experts dans l'utilisation de cette loi. Ils peuvent gagner des cas sans même ouvrir la bouche. Comme société, voir quelque chose d'écrit nous fait le respecter, parce que cela transmet un sentiment d'autorité. Pense que tu es dans une boutique et tu veux acheter un produit. Tu vois que ce produit a une étiquette de prix. Le plus normal est que tu la respectes et la payes. Mais si quelqu'un dans la rue t'offre d'acheter un produit, il est fort probable que tu essaies de négocier ou de baisser le prix. Cela arrive parce que l'écriture donne un certain type d'autorité. Combien de fois un officier de police t'a arrêté pour excès de vitesse? Même si tu essaies de le convaincre de ne pas te donner d'amende, sa réponse est toujours la même. Je ne peux rien faire, c'est la loi. C'est à cela que se réfère le cerveau. Il accepte les choses simplement parce que quelqu'un les a écrites. Les stoïciens, qui valorisent la logique et la raison, reconnaîtraient l'importance des écrits comme moyen de transmettre des connaissances et des lois. Cependant, ils nous inciteraient aussi à exercer notre jugement critique face à l'autorité écrite, nous rappelant que tout, ce qui est écrit, n'est pas nécessairement vrai ou juste. Les écrits doivent être évalués à la lumière de la raison et des principes moraux. Cette approche nous aide à respecter l'autorité des écrits tout en restant vigilants et critiques, reconnaissant que l'autorité véritable réside dans la vérité et la justice plutôt que dans la simple proclamation écrite. Dans la pratique, ces lois nous encouragent à être à la fois réceptifs et critiques envers les leçons du passé et l'autorité des écrits. Elles nous invitent à chercher l'équilibre entre le respect de la tradition et de l'autorité et l'exercice de notre propre raison et jugement moral. En appliquant ces principes stoïciens, nous pouvons naviguer plus sagement dans les décisions de notre vie, en utilisant les précédents et les écrits comme des outils pour informer nos actions, tout en restant fidèles à nos valeurs et principes les plus profonds. Ainsi, la loi du précédent et la loi de l'écrit, vues à travers le stoïcisme, nous rappellent l'importance de la sagesse, de la raison et de l'intégrité dans notre interaction avec le monde. Elles soulignent que, bien que le passé et les écrits puissent nous guider, notre boussole la plus fiable reste notre engagement envers la vertu et la recherche du bien commun. La loi de la foi. Les gens acceptent beaucoup d'idées simplement parfois. Pour la première fois depuis la naissance de l'État d'Israël, le rabbin Israël Meir Lau a eu une rencontre avec le pape Jean-Paul II. Durant cette rencontre, il raconte au souverain pontife un événement qui s'est produit de nombreuses années auparavant, après la Seconde Guerre mondiale. Une dame catholique est allée voir le prêtre du village pour demander conseil. Elle avait sous sa garde un petit garçon juif qui lui avait été confié lorsque ses parents avaient été emmenés dans un camp de concentration. Les parents avaient toujours rêvé que leur fils aurait un avenir en terre d'Israël. Devant cette situation, la dame s'est approchée du prêtre catholique pour lui demander son avis, à quoi le prêtre a répondu qu'il fallait respecter la volonté des parents. À ce moment, l'enfant a été envoyé dans l'Israël alors naissant, où il a été éduqué et élevé. Pour Karol Wojtyła, futur pape Jean-Paul II, cette anecdote était intéressante, mais encore plus quand le grand rabbin a révélé l'identité de cette personne. La foi peut être l'énergie qui conduit les gens à agir en suivant les normes de quelqu'un d'autre. Souviens-toi que l'être humain a besoin d'avoir foi en quelque chose de plus grand que ce qu'il peut voir, car il a été prouvé que les personnes spirituelles sont plus heureuses, ont une meilleure santé mentale et, en plus, gèrent mieux le stress. Cette loi de la persuasion est la plus puissante de toutes. Les personnes qui savent la contrôler sont celles qui dominent le monde. Dans une perspective stoïcienne, la foi est moins une question de croyance en des doctrines extérieures, et plus une confiance en la raison, la nature et notre propre capacité à vivre une vie vertueuse. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, reconnaissaient la présence d'un ordre universel, le Logos, qui gouverne tout, et dans lequel ils plaçaient leur confiance pour mener une vie conforme à la nature. L'histoire touchante du rabbin Israël Meir Lau illustre la foi en l'action humaine pour le bien commun, qui résonne avec les enseignements stoïciens sur la justice et le devoir. Le prêtre catholique, qui a conseillé de respecter la volonté des parents déportés, a agi selon ce qu'il percevait comme juste, indépendamment de sa propre foi, montrant que la vertu transcende les croyances individuelles et se manifeste dans les actions envers autrui. Pour un stoïcien, l'existence de Dieu est une question qui relève plus de l'acceptation de la providence que de la foi religieuse traditionnelle. Ils vivent leur vie sous la raison,
en accord avec leur propre nature et en cherchant à réaliser leur potentiel de sagesse et de vertu. La foi dans la philosophie stoïcienne est une acceptation de ce qui est en dehors de notre contrôle, tout en s'engageant pleinement dans ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées et actions. Les stoïciens nous enseignent que la vraie maîtrise ne vient pas de dominer les autres à travers la foi ou la persuasion, mais en cultivant l'autodiscipline, la force intérieure et la résilience. Ainsi, la loi de la foi vue à travers le stoïcisme nous enseigne l'importance de cultiver une confiance rationnelle dans les principes qui guident notre vie, tout en respectant profondément les croyances d'autrui et en reconnaissant l'impact profond que la foi peut avoir sur notre comportement et notre bien-être. La loi de la métaphore illustre comment la réalité, souvent dure et parfois cruelle, peut être adoucie ou rendue plus compréhensible à travers l'usage de métaphores. Cette loi souligne que les métaphores peuvent enrichir nos idées en y ajoutant des significations qui évoquent des émotions positives ou négatives, facilitant ainsi une compréhension plus agréable des concepts. Dans un contexte stoïcien, bien que la clarté et la précision de la pensée soient primordiales, l'usage de métaphores peut être reconnu comme un outil puissant pour communiquer des vérités complexes de manière accessible. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle, utilisent eux-mêmes des métaphores pour exprimer des idées philosophiques profondes, reconnaissant que la sagesse doit non seulement être comprise intellectuellement, mais aussi ressentie et intégrée émotionnellement. La loi de la surprise, quelque chose d'inattendu a le pouvoir de convaincre. Bien qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas être surprises, la réalité est que la majorité apprécie n'importe quel type de surprise, que ce soit dans un restaurant, un cinéma ou au cours d'une conversation. Si tu travailles dans un magasin, vois comment cela fonctionne en offrant un détail à un client ou en dépassant l'attente de service. C'est tellement persuasif que les gens pourraient même accepter de payer plus juste pour avoir été surpris. Cette loi fonctionne aussi bien dans le positif que dans le négatif. Pourquoi? Je te l'expliquerai avec une histoire. Récemment, alors que je me promenais tranquillement dans une allée tranquille de la ville, je fus témoin d'une scène étonnante. Une femme devant moi s'est soudainement effondrée, victime d'un malaise. Autour de moi, les passants étaient paralysés par la surprise, incertains de la conduite à tenir. Dans un tel moment, le stoïcisme m'enseigne que l'extérieur ne doit pas bouleverser mon monde intérieur. Plutôt que de succomber à la panique collective, je me suis approché de la femme avec calme et détermination, rappelant les mots d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. J'ai vérifié si elle respirait et ai demandé à la foule d'appeler les secours, tout en essayant de lui parler doucement pour la rassurer. La surprise qui initialement avait paralysé les témoins se transforma en action collective, chacun retrouvant ses esprits et contribuant à son rétablissement. Lorsque l'ambulance est arrivée et que la femme était entre les mains compétentes des secouristes, je me suis éclipsé discrètement, sachant que le devoir de l'homme est de faire le bien sans chercher de reconnaissance. Cet événement imprévu n'était pas une menace pour mon équilibre intérieur, mais une occasion de pratiquer la bienveillance enseignée par le stoïcisme. La surprise peut briser nos schémas de pensée habituels et nous ouvrir à de nouvelles perspectives. Pour les stoïciens, cette loi rappelle l'importance de rester adaptable et ouvert face à l'imprévu. Bien que la surprise puisse parfois nous désarçonner, elle offre également l'opportunité de pratiquer la vertu de l'équanimité en nous adaptant de manière constructive aux circonstances inattendues. Les stoïciens nous conseilleraient de cultiver une présence d'esprit qui nous permet de répondre aux surprises de la vie avec sagesse, plutôt qu'avec une réaction impulsive. La loi de l'éloge. Il est difficile de résister à un compliment. Sûrement t'es-tu déjà libéré d'une situation en mentionnant quelque chose de positif sur l'autre personne. Mais pour que cette loi fonctionne, elle doit être discrète et pas trop évidente. Plus le compliment est subtil, plus l'effet sera efficace. Une étude de l'Université d'État de Floride démontre que les discours de vente créent une sorte de confiance chez les clients, contrairement à la manière dont cette loi fonctionne. Dans cette étude, 102 acheteurs de lunettes ont participé. Lors du premier essai, les employés flattaient les clients avant l'achat. Lors du second, après l'achat. Mais lors du troisième, le vendeur était aimable avec le client sans le flatter. Après l'achat, un questionnaire sur la confiance générée par les vendeurs a été remis aux clients. Les résultats étaient clairs.
Bien que la flatterie ait eu lieu après l'achat, les clients continuaient de se méfier des vendeurs. Les gens réagissent de manière défensive quand ils sentent qu'on essaye de les manipuler, bien que cela n'ait pas affecté les ventes. Il est bon de savoir comment les personnes reçoivent les flatteries. La loi de la preuve sociale. Si les gens le disent ou le font, c'est parce qu'ils doivent avoir raison. Combien de fois as-tu vu des personnes faire la queue pour obtenir quelque chose? Le fait de voir ceci nous fait croire que ce produit est l'un des meilleurs sur le marché. Beaucoup de personnes ne peuvent pas se tromper en même temps, n'est-ce pas? Les entreprises le savent très bien, car plus il y a de personnes désireuses d'acheter le produit, plus il y aura d'intéressés. Par exemple, lorsque Apple lance un nouveau produit sur le marché, il y a des personnes qui passent des jours et des nuits à attendre que le magasin ouvre pour être les premiers à l'acheter. Maintenant pense, peut-être que pour toi il n'y a aucun changement entre la nouvelle version et l'ancienne, mais en voyant tant de personnes prêtes à sacrifier leur nuit, leur temps et leur argent, cela doit être mieux que l'ancien modèle. Mais alors, que se passerait-il si personne ne s'intéressait au nouveau lancement? Sûrement, tu penserais que cela ne vaut pas la peine parce que les gens ne sont pas désespérés de l'avoir. Ainsi fonctionne cette loi. Nous basons nos activités ou nos désirs sur la preuve sociale, où nous déplaçons notre volonté pour nous adapter au reste des gens. La loi de l'éloge et la loi de la preuve sociale, bien que puissantes dans l'art de la persuasion, sont accueillies avec une certaine réserve par les stoïciens, qui cherchent à rester ancrés dans la vertu et le jugement personnel, plutôt que dans la recherche d'approbation ou la conformité au groupe. Les stoïciens étaient conscients que la flatterie, même subtile, peut être une forme d'artifice qui éloigne de l'authenticité et de la sagesse. Les compliments sont reçus avec gratitude, mais sans attachement, car la véritable estime de soi repose sur des actions justes et une conscience tranquille. De même, la popularité ou l'acceptation sociale d'une idée ou d'un produit n'est pas un indicateur fiable de sa valeur. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que quelque chose est populaire qu'il est bon. Les stoïciens s'efforceraient de garder un esprit critique et de ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme collectif. Ils examineraient chaque situation en fonction de son propre mérite, en évaluant si elle est conforme à la nature et à la vertu. Les stoïciens nous enseignent à évaluer chaque chose selon sa nature véritable et son utilité pratique, au lieu de suivre aveuglément la foule. En restant fidèles à ces principes, nous pouvons naviguer dans le monde de la persuasion avec une vision claire et un esprit inébranlable. La loi de la simplicité. Si tu peux le faire de manière simple, ton influence sera plus grande. Une citation de Winston Churchill est très connue en matière de simplicité. Si je dois prononcer un discours de 2 heures, je passe 10 minutes à le préparer. Si c'est pour un discours de 10 minutes, alors cela me prendra au moins 2 heures. Bien que quelque chose soit simple, cela ne signifie pas qu'il soit facile. Souvent, le simple prend plus de temps que le complexe. Prends par exemple le premier iPod de la marque Apple, qui n'avait qu'un seul bouton. Quelle simplicité! Maintenant, réfléchis à tout le travail et au temps investi pour cette simplicité. Les publicités les plus réussies sont celles qui ont peu de mots, et les vendeurs qui concluent le plus d'affaires sont ceux qui utilisent un langage simple avec leurs clients. La loi de la simplicité s'accorde bien avec le stoïcisme, qui valorise la clarté de pensée et l'économie d'action. Pour un stoïcien, il est essentiel de distinguer ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas, et de se concentrer sur l'essence des choses. Marc Aurèle et d'autres stoïciens ont souvent souligné l'importance de la simplicité, comme un chemin vers la paix intérieure et la compréhension. En effet, la simplicité n'est pas synonyme de facilité, mais de concentration et d'effort pour parvenir à l'essentiel sans superflu. La conception du premier iPod reflète cette idée stoïcienne. La simplicité extérieure est le résultat d'une réflexion profonde et d'une maîtrise intérieure. La loi du « je suis ». La réalité est que nous partageons tous un esprit qui nous unit. Lorsque tu reconnais cette vérité, il te sera plus facile de te connecter avec les autres personnes. Cela permet de créer une relation où tout le monde gagne. Alejandro Llantada dit que si cette loi est mise en œuvre, il n'est pas nécessaire d'utiliser les autres, car tu te rends compte que nous sommes tous un. C'est un équilibre parfait, un gagnant-gagnant. Il ne s'agit pas de convaincre quelqu'un de quelque chose qu'il ne veut pas, mais d'arriver à une compréhension profonde entre deux personnes pour qu'elles fonctionnent mieux ensemble. Si ce que tu fais a pour intention d'aider, il est sûr que la personne y participera
et même t'aidera. La loi du « je suis » résonne également avec la philosophie stoïcienne, qui reconnaît l'existence d'un esprit universel, le logos, qui nous connecte tous. En reconnaissant cette interconnexion, un stoïcien cherche à créer des relations basées sur la compréhension mutuelle et le respect des vertus de chacun. Alejandro Llantada mentionne que cette loi permet de créer des situations gagnant-gagnant sans exploiter autrui, CE qui est en parfaite harmonie avec l'éthique stoïcienne. Il ne s'agit pas de persuasion, mais de collaborer dans un esprit de bienveillance et de justice en cherchant à aider et à améliorer la vie commune. En conclusion, ces lois de persuasion doivent être utilisées avec discernement et un engagement envers le bien, non pas pour manipuler ou contrôler les autres, mais pour améliorer notre interaction et notre compréhension mutuelle. En restant vigilants et en appliquant ces principes avec intégrité, nous pouvons nous assurer que notre influence est à la fois positive et alignée avec la sagesse stoïcienne. Maintenant que tu connais les lois les plus importantes qui existent en matière de persuasion, reste vigilant pour que ces lois ne soient pas utilisées contre toi sans que tu t'en rendes compte. Si cette vidéo t'a plu, je te recommande vivement de voir ce résumé de l'un des livres de psychologie les plus emblématiques, Influence de Robert Cialdini.